Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Un gros dossier actuellement au Québec, c'est évidemment la loi spéciale, la loi 2, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour réglementer la rémunération des médecins. Il y a eu un rassemblement d'ailleurs en fin de semaine au Centre Bell, plus de 12 000 médecins et travailleurs de la santé donc, qui étaient réunis au Centre Bell pour dénoncer cette loi spéciale. Et pour nous en parler, on a un médecin de famille au Centre Midi Soleil que vous avez sûrement vu dans plusieurs médias d'information. C'est le docteur Alexandre Prudhomme-Delage. Monsieur Prudhomme-Delage, bonjour. Bonjour. Donc, vous étiez à ce rassemblement au Centre Bell. Avant de parler du vif du sujet, peut-être nous parler un peu de l'ambiance qui régnait, parce qu'un rassemblement de 12 000 personnes pour dénoncer une loi, c'est rarement vu au Québec. Oui, bien, tout d'abord, merci beaucoup de me laisser du temps pour vous expliquer tout ça. Oui, j'avais jamais vu ça. Je pense pas que de mémoire d'homme, quelqu'un se rappelle vraiment de ça. C'est juste pour vous démontrer à quel point les médecins sont unis ensemble contre cette loi-là qui fait aucun sens. Alors, rassemblés, il y avait, oui, les médecins généralistes, oui, les médecins spécialistes aussi, étudiants aussi en médecine, parce qu'il y avait la FMEQ, puis il y avait la FMRQ, donc les médecins résidents. Tout le monde était un peu comme des frères, en fait. Ce qu'on se rend compte en parlant un petit peu entre nous, c'est qu'on vit tous la même situation problématique avec cette loi. Peu importe qu'on soit à l'hôpital, en bureau, tout le monde a exactement la même idée sur la situation. Il y a une expérience un peu différente, mais qui oriente vers la même voie, que c'est une loi qui ne fait pas de sens dans nos vies. Fait que de sentir un soutien comme ça entre nous, ça a vraiment fait du bien. Bon. On ne reviendra pas sur la façon, en fait, l'utilisation de la loi spéciale. Bon, on sait que le gouvernement veut réglementer la rémunération des médecins et votre travail. Mais qu'est-ce que vous dénoncez et qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours pour vous? Là? Parce que vous êtes médecin de famille, donc au Médicentre, donc vous avez des patients. Qu'est-ce que cette loi-là va changer dans le quotidien d'un médecin de famille comme vous? Ça, c'est la question la plus importante, je pense. Là. Il y a plusieurs choses que ça change. La première, je dirais, il y a 3 ou 4 choses. Je vais faire ça simple. La première que ça change, c'est que ça diminue la rémunération des médecins comme moi de entre 45 et 60 % environ. C'est tellement gros comme diminution que lorsque je le dis comme ça, personne ne nous croit. L'autre aspect de ça, c'est que le ministre lui-même dit qu'il n'y aura pas de changement de la rémunération des médecins suite à cette loi-là. C'est complètement faux. Si on lit la loi 2, c'est très bien expliqué que l'enveloppe budgétaire aux médecins comme moi, à la grandeur du Québec, va diminuer de 800 millions sur 3 ans. Donc, c'est déjà prévu qu'il y ait une diminution de salaire. Ce qui est important de savoir, c'est que le budget de la clinique, chaque médecin comme moi, paie entre 60 000 et 100 000 $ de frais à chaque année. Donc, si vous réduisez son salaire de 55 % mais que les frais demeurent les mêmes, parce que c'est ça qui se passe, ça devient une médecine qui n'est pas viable financièrement. Ça, c'est l'impact numéro 1. Je ne vois pas comment je vais faire pour arriver avec une diminution aussi grande. Mais pourquoi on ne s'entend pas sur les chiffres? Vous dites qu'on prévoit 800 millions de diminution. Le gouvernement dit qu'on ne change rien, mais d'où ça vient, là, ces chiffres-là là, de diminution pour que les gens comprennent? Alors, si vous lisez dans la loi 2, c'est clairement écrit, je pense que c'est page 60, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, c'est clairement écrit. Lorsque le ministre dit que ça ne diminuera pas, il se base sur le fait que les gens ne vont pas lire la loi. Mais si vous allez lire la loi, vous allez voir que c'est déjà ce qu'il prévoit. C'est vrai que pour cette année, il n'y a pas de diminution selon son plan, mais dès l'an prochain, c'est là qu'on le voit. Ce que le gouvernement offre, en fait, c'est une méthode à capitation pour qu'il nous paye. C'est qu'au lieu qu'on soit payé seulement à l'acte, mais qu'on soit payé pour être médecin responsable de nos patients. C'est une méthode qui est déjà utilisée dans 4 provinces au Canada, mais avec des taux, avec des honoraires complètement différents. Juste pour vous donner une idée, en Colombie-Britannique, ils ont signé une entente un petit peu similaire. Ils offrent environ 128 $ de l'heure à leurs médecins, plus un frais à chaque fois qu'ils voient un patient. L'offre que le ministre Dubé a faite, c'est 26 $ de l'heure, plus à peu près le même frais par patient. Fait qu'on passe environ divisé par 4. Là. Je ne suis pas contre de revoir la méthode de rémunération, mais faites une offre qui fait quand même du sens et qui est compétitive avec les autres endroits.
Parce que qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça fait que les médecins, ils regardent ailleurs. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, j'ai des obligations financières dont je ne peux pas annuler les ententes. Comment voulez-vous que j'y arrive si vous diminuez mon salaire de 55 % du jour au lendemain? Je ne vois pas une profession qui accepterait ça. Fait que ça, c'est l'aspect rémunération qui est dans la loi. L'autre aspect, c'est l'aspect organisationnel qui est inacceptable, qui inclut beaucoup de choses, dont le premier, c'est qu'il va obliger toutes les cliniques, peu importe leur grosseur, à être ouvertes de 8 à 8, 365 jours par année. Peu importe leur grosseur. Il y a des cliniques, il y a juste 3-4 médecins, mais ça ne fait aucun sens. Là. Donc, ça ajoute au fardeau financier de ceux qui gèrent les cliniques. Exactement, parce que là, ils doivent se trouver à engager beaucoup de personnel de soir, infirmières de soir, secrétaires de soir. Tout ce que vous voyez dans une clinique GMF, c'est nous qui organisons, qui organisons la clinique. Ce n'est pas le ministre qui vient et qui dit « Ah, bien, on donne tant pour une secrétaire », tout ça. C'est nous-mêmes qui engageons notre personnel. Puis vous devez faire face aussi à une pénurie de personnel, j'imagine. Exactement. On l'a vu pendant la COVID-19, vous l'avez vu, c'était des emplois qui étaient extrêmement durs de trouver une personne. Ce qui fait qu'on a dû se retourner de bord vraiment vite puis trouver une solution pour pallier justement à ça. Ce qu'on a fait, c'est énormément de gestion. Puis l'économie d'une clinique est extrêmement fragile. Juste pour vous donner un exemple, nous, on est environ 14 médecins de famille. Si j'en ai 3-4 qui partent parce qu'avec la nouvelle loi, ils sont plus capables de payer leurs frais puis de faire leur médecine, bien, il se trouve que les 8 qui restent vont payer pour les 3-4 qui manquent. Parce que les frais fixes, ils ne disparaîtront pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau de toutes les cliniques parce qu'honnêtement, avec l'offre qu'ils ont fait, beaucoup de gens vont quitter. Puis je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour rattraper ça. Vous avez même pris les démarches. Je pense que les démarches sont amorcées, vous, pour aller travailler ailleurs, c'est ça? Exactement. En fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec l'offre qui nous est faite de réduction de 55 % dans mon cas, parce que la FMOQ a fait un calculateur en ligne. On met combien on voit de patients par semaine, combien on a de patients avec nous, combien ça nous donne avec la nouvelle offre. Puis moi, c'était 55 % ou 53 % de diminution. Fait que, en voyant ça, je sais très bien que je n'y arriverai pas. Fait que oui, j'ai commencé les démarches. En fait, j'attends l'approbation du CPSO, qui est le Collège des médecins en Ontario. Mais je quitte pas parce que je suis malheureux, pas parce que j'aime pas mon emploi. J'adore mon emploi. Je ferai la même chose pour les 30 prochaines années. Je serais vraiment heureux. Mais j'y arriverai juste pas avec ce qu'ils m'offrent. Fait que c'est pas parce que je suis triste ou que je quitte pour mieux. Je quitte pour la même chose que j'ai ici. J'aimerais bien mieux rester ici puis faire ma job, mais on ne peut pas. Parce que Santé Québec, l'autre chose, c'est qu'ils refusent la plupart du temps les demandes pour rester ici, mais au privé. Donc, d'un côté, le gouvernement réduit le salaire de 55 % qui n'est pas compétitif avec les autres provinces, comme je vous disais tout à l'heure. Puis de l'autre, il interdit aux médecins, dans la majorité des cas, d'aller au privé. Ce qui fait l'exode que vous voyez en ce moment, qui est vraiment pire que les chiffres qui sont avancés. Je pense qu'il disait qu'il était rendu à une couple de centaines de médecins. Bien, selon le Collège des médecins, là, ça c'est à peu près de 200. Oui, près de 200. Là, une semaine et demie, je pense que le chiffre a vraiment augmenté d'après Dr Amio. Si je ne me trompe pas, hier, il y en a glissé mot. Mais c'est vraiment plus que ça, parce que ça, c'est le nombre de médecins qui ont complété la demande et qui ont reçu un email de confirmation. On ne compte pas ceux qui sont en réflexion et qui pensent le faire, c'est ça? Exact. Ou qui vont trouver un emploi au Québec qui n'est pas de la prise en charge. Par exemple, faire des expertises médico-légales pour les tribunaux, pour les compagnies d'assurance, faire de la médecine pour le fédéral. C'est toutes des choses qui n'apparaissent pas nulle part parce qu'ils vont rester au Québec. Donc, le nombre est probablement encore beaucoup plus gros que ça. Vous savez, ça prend 6 à 10 ans former un médecin en tout et partout. S'il y en a, juste pour Saint-Jean, s'il y en a 10 qui quittent, c'est une catastrophe, là, parce qu'on ne verra jamais ces médecins-là revenir. S'ils changent toute leur vie, toute leur pratique, ça prend 3 à 6 mois pour aviser nos patients, organiser nos suivis. Ça va en prendre beaucoup pour qu'ils reviennent. Vous en voyez combien de patients par semaine? Moi, je vois entre 150 et 200 patients à toutes les semaines. Et si vous vouliez garder la même rémunération, il faudrait quasiment que vous doublez. En fait, c'est le double de patients que vous devriez rencontrer, c'est ça? C'est impossible à faire parce que je travaille 60 heures environ par semaine en ce moment. Le problème, c'est que le gouvernement est au courant des heures qu'il nous paye. Il n'est pas au courant des heures qu'il ne nous paye pas. Donc, par semaine, j'ai peut-être 40 heures de temps que je passe avec les patients, puis
puis 20 à 25 heures que je passe seul à gérer les résultats qui n'apparaissent nulle part. Donc, eux, ce qu'ils voient, c'est un médecin qui travaille juste 40 heures semaine, alors que je travaille 60. Il faudrait que je travaille le double. 120 heures par semaine, je ne vois pas comment je vais arriver à faire ça. Vous avez même parlé, je pense, vous avez même évoqué que si vous demeuriez dans les conditions actuelles, que vous accepteriez les conditions du gouvernement, c'est la faillite. Exactement. Si je garde mes mêmes obligations financières, c'est vrai. Donc, il faut que je me tourne de bord. Puis il faut que je me tourne de bord vite. Puis la pensée que j'ai, tous les médecins l'ont probablement. Vous savez, la loi est tellement absurde que j'ai même pas le droit de discuter avec mes collègues de qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, parce qu'il y a des amendes reliées à ça. Hein? Oui, de plusieurs centaines de milliers, ça fait aucun sens. J'ai même pas le droit de parler avec mes collègues et amis qu'est-ce qu'on peut faire comme plan B, comment on va s'arranger. C'est illégal, ça fait aucun sens. Fait que ça, c'est le dernier aspect de la loi. L'aspect, on brime les droits. Ça fait vraiment aucun... Ça, c'est vraiment le manque de respect le plus flagrant, je pense, de cette loi-là. Et je ne peux pas concevoir que les députés ont voté pour ça. Notre député de Saint-Jean, M. Lemieux... Oui, avec qui on a parlé plus tôt cette semaine. A voté pour cette loi-là. Alors, lui, il trouve que ça fait du sens d'interdire aux médecins de discuter entre eux du plan de match, d'interdire aux médecins d'organiser leurs pratiques pour faire ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est vraiment une loi liberticide et honnêtement, là, il y a tout le débat, les médecins sont-ils trop, pas assez payés? Mettez ça dans un autre tableau. Si c'était les enseignants qui négociaient, qui sortaient une loi comme ça ferait aucun sens. Ça fait pas plus de sens parce qu'on est médecin. Je sais que les gens disent souvent que les médecins sont peut-être trop payés. C'est une chose qu'on entend souvent, mais le débat en ce moment que je vous dirais, c'est pas est-ce que les médecins sont trop pas assez payés. C'est vous diminuez leur paye de 55 % puis vous enlevez tous leurs droits. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est plus ça le débat. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on s'assoie, qu'on trouve une issue, puis plus tard, on se posera la question comme système, qu'est-ce qu'on peut s'offrir? Qu'est-ce qui fait du sens? En fait, vous auriez peut-être souhaité, en terminant, là, faire place plus encore à la négociation plutôt que de se voir imposer une loi spéciale sur les conditions de travail que vous avez. Exactement. Puis la FMOQ, ça fait 1 an et demi qu'il s'assoit avec le gouvernement puis qu'il essaie de revoir notre méthode de rémunération. Ça fait 1 an et demi qu'il se promène de clinique en clinique puis qu'il essaie de trouver une issue. Donc, on est ouvert à la négociation. Mais enlevez-nous la loi. Puis après ça, on s'assoit, on trouve une issue. Moi aussi, je veux que les patients aient accès au système. Moi aussi, je veux que ça soit rapide. Moi aussi, je veux que les patients aient un bon service. Mais je ne le ferai pas avec une loi liberticide en place qui m'enlève tous mes droits comme humain. Docteur Prudhomme-Delage, merci infiniment. Bonne chance, en tout cas, puis on va souhaiter que ce dossier-là se règle pour le bien des patients, surtout. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous. On fait une pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. On en a déjà parlé à l'émission, mais c'est bien de revenir sur ce sujet-là parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, on le sait, veut se positionner pour développer l'industrie de la défense avec l'aide de NextDev. Il y a des bonnes nouvelles au niveau des gouvernements d'Ottawa et de Québec là-dessus. Donc, on va faire le point sur ce dossier-là avec Mme Carole Cardinal, qui est la directrice générale de NextDev. Mme Cardinal, bonjour. Bonjour. Bon, on va faire le point, donc, là-dessus parce qu'on vous avait déjà reçu, on avait effleuré le sujet de l'intérêt de Saint-Jean-sur-Richelieu sur l'industrie de la défense, de développer cette industrie-là, ce secteur-là à Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être faire une mise au point là-dessus où on en est là, dans les démarches. Oui, bien, j'aime toujours repartir du début. Rapidement de l'historique. On a, dans chaque région, il y a des créneaux qui sont plus forts. C'est sûr, naturellement, la sécurité, la défense à Saint-Jean-dans-le-Richelieu, historiquement, c'est présent. On a des entreprises. Donc, depuis quand même quelques années, là, on travaille à structurer c'est quoi notre écosystème innovant en sécurité-défense.
juste pour avoir ce label-là, mais aussi pour pouvoir mettre en valeur les entreprises du territoire, puis aussi en attirer des nouvelles. Donc, il y a différents... nos piliers, on a l'incubation d'entreprises, donc des très jeunes start-up. Ça, c'est quelque chose qui est en place. On a déjà des incubés qui sont là. Il y a un laboratoire d'expérimentation aussi qui est en train de s'installer au H2, à l'incubateur. On a fait un plan d'affaires assez complet qui répond aux critères du ministère de l'Économie. Pour le centre de recherche, on est partenaire avec des institutions d'enseignement universitaire et collégial, dont le Collège militaire royal ici et le Cégep, mais aussi l'Institut national de recherche, l'École de technologie supérieure, pour créer un centre de recherche et d'innovation. C'est une demande qu'on a déposée auprès du gouvernement parce que c'est des projets qui sont quand même d'envergure. On est dans l'attente, mais déjà, tant que c'est pas fait, on se dit pas que c'est fait, mais ils ont été très ouverts et même plus à octroyer une subvention pour continuer la mise en place. C'est comme la première confirmation réelle qu'on va dans ce sens-là. Puis avec le gouvernement qui, autant du côté Québec que Canada, qui confirme que la défense est importante. On pense qu'on a, tous les atouts, mais le contexte aussi joue en notre faveur pour qu'on puisse mettre en place tous ces éléments-là. L'incubation, on le fait de toute façon, mais pour le reste. C'est ça. Parce qu'au moment de faire l'entrevue, quelques minutes avant, M. François Legault, le premier ministre du Québec, en fait, répétait son importance de développer le secteur de la défense. C'est déjà le cas à Ottawa. Il y a eu un budget récemment déposé. Comment vous voyez ça, là? Est-ce que ça confirme donc l'intérêt d'Ottawa et de Québec pour investir dans ce secteur-là? Clairement. On ne peut pas être mieux positionné. On appelle ça, je pense que les opportunités, ils se créent en travaillant, en documentant, en préparant les choses. Puis là, l'actualité vient exactement atterrir au bon moment. Donc, je pense que c'est un moment assez exceptionnel en termes d'opportunités pour Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on peut aussi soutenir les objectifs beaucoup plus grands, là, évidemment, de la sécurité et de défense. Donc, pour moi, tout s'aligne. On a été présent dans l'actualité nationale. On a été invité, il y a eu un événement sur les alliés de la défense. C'était pas 1500 personnes, là. Il y avait vraiment un groupe privé d'une centaine de participants et on a présenté notre projet. Donc, on était 4-5 à présenter nos projets. C'est ce qu'on a fait. Est-ce que c'est le Forum stratégique de la défense qui a eu lieu récemment? Oui, exactement. Donc, c'était à l'initiative du ministère de la Défense, de l'INRS, mais aussi du CRIAC, qui est plus un centre lié, rattaché à l'aéronautique. Donc, oui, on était présentateur à cet événement-là au Forum stratégique. Donc, dans le fond, le NextDev, là, se veut proactif dans ce dossier-là. Oui. Il y a de l'intérêt pour la ville, il y a l'intérêt pour les industries qui sont déjà établies. Et j'imagine que ce que vous allez mettre en place va peut-être amener d'autres industries à s'établir ici. Mais pas peut-être. C'est l'objectif. C'est sûr, c'est le but. Hein? Exactement. Des très petites qui sont émergentes, qui viendraient s'installer à l'incubateur, mais aussi des plus grandes, structurantes, qui peuvent être des fournisseurs ou des partenaires des entreprises en place, comme Rheinmetall, Groupe Cambly, Logistique et d'autres. Je parlais du centre d'expérimentation. Ça va assurément amener au moins des clients dans la région. Ça va rapatrier aussi des investissements que nos grands joueurs faisaient aux États-Unis pour aller faire leurs tests. Donc, moi, il y a beaucoup d'opportunités économiques qui vont se concrétiser. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'au maximum d'avoir un centre de recherche avec un agrandissement et tout ça? Moi, j'ai bon espoir, mais assurément, on fait du travail de créneau puis on amène des opportunités économiques dans la région avec ce qu'on structure. Bon. Ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez sur ce dossier-là, je pense près de 5 ans. Là. Oui. Ouais, il y a eu des études de fait. Donc, on s'est basé probablement sur les résultats de ces études-là socio-économiques pour établir un plan stratégique pour ce secteur-là. Oui, le plan stratégique, il apparaissait quand même assez naturellement de par le nombre d'entreprises, les infrastructures du territoire. Ce qu'on a travaillé surtout, c'est aller documenter ça serait quoi notre offre de service, comment nos entreprises vont y participer. On est allé chercher des lettres. Est-ce qu'il y a un besoin
de la part des entreprises, parce que c'est correct de bâtir un projet, mais on a fait des entrevues avec des entreprises d'ici, mais beaucoup d'ailleurs. D'avoir un endroit où est-ce qu'il y a de la recherche appliquée en sécurité-défense, c'est un besoin. On a fait une étude de retombées économiques pour démontrer au gouvernement les retombées économiques qui peuvent découler d'un projet comme celui-là. Donc, je dirais que c'est pas juste de le documenter, mais c'était beaucoup de détailler qu'est-ce qu'on allait faire, c'est quoi le plan de match. Puis le programme dans lequel on s'inscrit, c'est encore le programme des zones d'innovation au niveau du gouvernement et centre de recherche, là. Et c'est ça qui demande. Détaillez-nous de façon précise qu'est-ce que vous allez mettre en application si on vous octroie les millions que vous demandez pour aller de l'avant. Bon. Alors, mais pour bien comprendre, donc, le plan, c'est d'amener des entreprises, mais aussi développer la recherche, le développement de ce secteur-là pour faire vraiment un tout pour le secteur de la défense. Exact. Puis on a toujours travaillé sur 3 bases, c'est-à-dire les acteurs terrain, l'armée, la police, les intervenants de première ligne, la recherche et les entreprises. Donc, il y a aussi les acteurs de première ligne peuvent être des utilisateurs, des commentateurs de projets pour amener plus d'innovation. Et ça va dans le sens beaucoup de l'alignement là, du gouvernement fédéral à leur dernier budget. Bon. En raison de notre position déjà militaire, l'historique qu'on a dans la région, je ne sais pas s'il y a d'autres régions qui souhaitent développer ce secteur-là, mais j'imagine qu'on a un avantage marqué sur les autres régions du Québec. Absolument. Moi, je dirais qu'il y a c'est assez unique, ce qu'on a ici. Ce qui peut être complémentaire, c'est la filière aéronautique qui est quand même très forte puis qui participe à la sécurité et à la défense du pays. Mais c'est très complémentaire. D'ailleurs, on a des entreprises de l'aéronautique qui nous ont appuyés, des grandes entreprises de l'aéronautique qui nous appuient dans nos représentations auprès du gouvernement. Alors, c'est tout bon. Ah, c'est ça, donc parler des gouvernements, j'imagine qu'il y a eu des rencontres avec les différents parlers de gouvernement. Là, il y a un nouveau conseil municipal qui s'installe, un nouveau maire qui, je pense, croit au projet. Donc, est-ce que ça peut faciliter les choses pour les semaines et les mois à venir? Bien, chaque acteur mobilisé, c'est un plus. Alors, moi, je prends tout, c'est très, très bien. Mais oui, les représentations se sont faites, mais c'est un travail qui se fait en continu. Puis avec le nouveau conseil, on est très contents en fait pas de les avoir avec nous pour continuer ces représentations-là. Autant au niveau des fonctionnaires que des élus. Nos députés aussi du territoire sont mobilisés, font des représentations. C'est vraiment un tout. Puis je l'ai déjà dit, mais au départ, là, ce que le ministère nous a souligné, c'est qu'on est peut-être la région qui n'était pas naturellement tout outillée pour faire un projet comme celui-là, mais on a tellement travaillé sur la mobilisation, les acteurs, qu'on a fait notre place dans les derniers mois, années. Et puis, bien là, il nous reste juste à souhaiter que ça se concrétise. Le contexte budgétaire contrebalance l'enthousiasme de la sécurité-défense, mais j'ai bon espoir. Oui, c'est ça. À Québec, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des restrictions, mais je pense que dans le gouvernement Carney, là, avec le déficit annoncé, donc on s'attend à ce qu'ils investissent dans la défense. De toute façon, je pense qu'il faut qu'ils atteignent justement les normes internationaux. Donc, il va y avoir de l'investissement. Donc, il s'agit juste de sauter dans le train, comme on dit, puis de saisir l'opportunité. On est dans le train. Voilà. Je voudrais parler d'un autre projet aussi qui a été inauguré, je pense, en septembre dernier. C'est le projet Nobel. Peut-être nous en parler un peu. Bien, je parlerai de ce projet-là, surtout pour parler de ce qu'on fait aussi chez NextDev. Là. Quand je suis arrivée, là, post-pandémie, tout ça, l'objectif numéro 1, c'était de regagner une pertinence auprès des entreprises qui nous appellent. On me disait, « Ah, Carole, avant, chez NextDev, au conseil économique, on savait c'était qui notre conseiller. Quand on avait une question, un besoin, une idée, on appelait, on avait besoin d'une référence. » Ça a été reconstruit. Puis c'est un bel exemple chez DIC. C'est, dans le fond, on est présent sur tous les dossiers et on les accompagne dans leurs besoins parce qu'ils pensent à nous.
Alors ça, c'en est un des projets là, superbe, super projet, innovant, qui est dans le créneau électronique où est-ce qu'on veut amener plus de spécialisation. Alors, puis l'équipe de NextDev était là dès le départ sur ce projet-là, même avant qu'ils aient quand ils avaient un autre nom. Alors, c'est vraiment bien, ça image, mais des cas comme ça, on les communique pas toujours publiquement parce que les entreprises se gardent une gêne et on respecte la confidentialité, mais on en a beaucoup de projets qu'on accompagne comme ça, où on fait une différence. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis très fière chez NextDev. Puis, je voudrais qu'on prenne une minute aussi pour parler du rendez-vous Hydro-Québec là, qui a eu lieu tout récemment, auquel vous avez participé, là, et organisé, je pense. Hein? Oui, exactement. Justement, pour se rapprocher des grands industriels, on veut avoir des moments privilégiés pour discuter avec eux de sujets très précis, leur donner accès à un acteur. C'était le cas qu'on a fait, c'était le premier rendez-vous NextDev. Donc, Hydro-Québec est venu vraiment présenter aux industriels toutes les opportunités, bien, plus que des opportunités, des subventions, même rétroactivement, qu'ils pouvaient avoir. Certains ne connaissaient pas leurs conseillers chez Hydro-Québec, donc on a tout mis ensemble ce beau monde-là, puis on les suit. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui... En tout cas, la satisfaction au terme de l'événement était très bon quand on les a sondés, et je pense qu'il y en a certains qui vont aller rechercher ou chercher quelques milliers de dollars auprès d'Hydro-Québec pour leur efficacité énergétique. Alors, ça, c'est notre rôle de s'assurer que chaque entreprise va chercher le maximum des retombées. Et dernière question, est-ce qu'il y a encore de l'inquiétude au niveau des entreprises concernant les tarifs douaniers, ce qui se passe actuellement entre le Canada et les États-Unis? L'inquiétude est toujours là. On continue le travail avec la cellule stratégique, avec différentes actions. Mais l'objectif, c'est, oui, de toujours veiller les entreprises. Je reviens à, si on les connaît, on est capable d'identifier quand il y a une mesure qui sort ou un nouveau tarif, d'aller intervenir précisément aux entreprises individuellement. Donc oui, on continue le travail. Le maillage est de plus en plus important. Je parlais tantôt du centre d'essai. Bien, ça, c'en est un exemple où est-ce qu'on a une multinationale qui est sur notre territoire, qui allait faire de l'acquisition, et c'est quelques dizaines de milliers de dollars, parce qu'à chaque fois, ils vont faire les tests, mais il y a des équipes qui y vont et tout ça. Bien là, on va pouvoir les faire l'autre bord de la rue à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis garder cette valeur économique-là. Idéalement, dans le contexte américain, on réussirait à faire ça avec l'ensemble des fournisseurs et sous-traitants de nos entreprises. Puis des fois, il faut aller un petit peu à l'extérieur du Richelieu, mais au moins, on garde la valeur au Québec. Madame Cardinal, merci beaucoup. Et puis, on va suivre, bien sûr, le projet de très près. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.